Je vois que tout le monde est présent pour être spécialement bien accueilli. Donc bonsoir les enfants. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée de Halloween. La nuit quand le monde est vivant et le monde des morts se touche. Nous sommes venus ce soir pour vous raconter l'étrange histoire de deux enfants exactement comme vous. Un petit garçon qui s'appelle Merlin et sa petite sœur qui s'appelle Miracle. Notre histoire commence quelques années avant la naissance de nos petits héros. Monsieur Brusson, senior, a établi une usine de pâtes alimentaires et ses deux fils, Jules et Roger. Ils travaillent. Au moins Roger travaille. Jules ne se donne guère la peine de venir. Il est bien plus intéressé par la science. Il rêve d'être fêté comme un grand chercheur scientifique, d'être compté entre les grands hommes de l'époque, de recevoir le prix Nobel. Il trouve les nouilles nulles. Et puis, un samedi midi, quand les frères sont à l'usine, monsieur et madame Brusson sont retrouvés morts à table, leur tête dans les pattes. Le téléphone électrique est utilisé pour avertir les frères et la police. Quand Jules et Roger arrivent, ils trouvent un policier grand et maigre en train de renifler les restes du repas. Empoisonné. Il interroge la cuisinière. Elle est inconsolable. Elle dit qu'elle n'a que préparé les champignons dans le panier que ses employeurs ont laissé dans la cuisine après leur promenade dans les bois de ce matin. Le policier part en disant qu'elle reviendra prendre les dépositions. Mais dans l'après-midi, la cuisinière est retrouvée pendue à une poutre du garde-manger, rangée parmi les jambons et les saucisses. Par terre, une lettre. Une confession complète, la provenance des champignons, l'oncolome livide y compris. Le motif? Une histoire d'amour non réciproque, de vagues allusions, des rapproches voilées. Jules agite la lettre sous le nez de Roger. J'ai toujours su qu'elle n'était pas bonne, dit-il. Roger ne peut pas croire à une telle trahison. N'en était-il leur nounou lorsqu'ils étaient enfants? Mais les preuves semblent parler d'elles-mêmes. Et les domestiques ont toujours de la rancune envers leur employeur, rajoute Jules. Lors de l'enquête, même s'il avait des graves soupçons, le médecin légiste est obligé de rendre un verdict de meurtre par la cuisinière et l'affaire est classée. Les frères héritent de l'usine. Roger continue avec enthousiasme le travail que leur père a commencé. Mais Jules, il se fout des nouilles. Il a un projet beaucoup plus noble en tête. Il a découvert les charmes de la nouvelle science de la radiographie. Il propose ses parts de l'entreprise Brusson à son frère à un prix très raisonnable et Roger contracte un emprunt pour les racheter. Jules se paye un passage sur un bateau de la White Star Line et part pour le Nouvel Monde. À New York, Jules investit dans sa propre usine où il produit des appareils à radiographie pour vendre aux hypochondriaques et à ceux qui sont à la recherche du dernier frisson à la mode. Faire des photos avec des rayons X à domicile semble très amusant.
Et les appareils se vendent comme des petits pains. Ils font fureur. Les gens organisent des fêtes radiographiques, prennent des portraits squelettiques de leurs proches et fabriquent des abat-jours embellis des images de leurs propres sources. Jules dépense l'argent aussi rapidement qu'il le gagne. Il vit la bonne vie. Puis, un jour, après une soirée longue et ardue de jeux de cartes, il se réveille à côté d'une femme qui porte l'alliance de sa défunte mère. Les autres membres de la partie de la veille confirment qu'il a gagné et épousé cette femme. Et c'est à ce moment-là que les effets secondaires de ces machines infernales commencent à se manifester. Les gens, petit à petit, se mettent à perdre la peau et à développer des cataractes, devenant pratiquement aveugles. Quand ils se brossent les cheveux restent dans la brosse. Jules se retrouve donc chassé du pays. Endetté, il est envoyé en France, avec le bruit des chiens qui braillent à ses trousses, accompagné par une femme infecte, de surcroît. En arrivant en France, Jules est obligé de frapper à la porte de son frère, avec comme seul bagage Josette. Cependant, Roger, à l'inverse, lui, il a épousé la douce Yvette qui lui a donné 2 beaux enfants, Merlin et sa petite sœur Miranda. Yvette accueille Jules et Josette avec un sourire et leur prépare un lit dans la chambre d'invité. L'oncle Jules est tout en oreilles, sourcils et poils de nez qui sortent de ses narines caverneuses comme des brosses de ramoneur inversées. Et il a un tempérament explosif. Josette est tout en coude et en genoux, avec une bouche large comme une grenouille, qui, lorsqu'elle est ouverte, montre un assortiment de maçonnerie monumentale. Elle rouspète et pleurniche lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Même Jules la trouve pénible. Roger, quant à lui, n'est pas forcément beau, mais son sourire illumine la pièce. Il a toujours un bon mot à dire pour tout le monde. Yvette est jolie comme un cœur, et sent comme un salon de thé, comme des macarons et des madeleines. Il faut le savoir qu'à cette époque, l'usine de pâtes est en plein essor. Le prêt a été très vite remboursé et depuis très longtemps, l'entreprise appartient totalement et entièrement à Roger, qui a construit sur l'héritage de son père une société merveilleuse. Il a inventé de nouvelles formes de pâtes, des nouvelles recettes et même des pâtes sans gluten, ce qui est très à la grande mode de l'époque, les nouilles saines et scientifiques au service de la santé. Maintenant que son frère est de retour en France, il l'accueille à nouveau dans l'entreprise, en tant que sous-directeur. Alors, Jules, il n'apprécie pas d'être le sous quoi que ça soit de son petit frère. C'est indigne pour lui. En plus, il est jaloux de sa réussite, de sa jolie femme et de ses adorables enfants. Surtout cette sacrée progéniture. Roger avait toujours eu la santé fragile. C'était de l'âge d'or de la tuberculose. Et Jules avait compté d'hériter de l'usine encore une fois de son frère. Et le voilà, en pleine forme, avec des petits héritiers. Il faut s'en débarrasser aussi vite que possible. Le coup des champignons a bien marché, surtout avec la confession falsifiée de la cuisinière. Mais ce scénario ne peut être répété indéfiniment. Il se tape sur le front en attendant l'inspiration quand Josette arrive en se plaignant qu'il y a un problème avec le chauffe-eau. Les émanations toxiques pourraient bien asphyxier quelqu'un un jour. Et ping! Une idée géniale s'allume dans la tête de Jules. Il suffirait de faire une petite modification au poêle à gaz dans la chambre du fameux directeur et de son épouse, pour tuer les 2 oiseaux avec une seule pierre.
C'est ainsi que Jules et Josette sont devenus les tuteurs de leurs neveux et nièces, héritiers d'une vaste fortune, mais beaucoup trop jeunes pour gérer une usine à pâtes de cette envergure. Le soir de notre histoire, l'oncle Jules se tient devant les enfants au crocodile, les bras croisés et un sourcil humide. Mes chers enfants, dit-il, votre tante et moi, nous avons décidé que, quel qu'en soit le coût, vous allez recevoir la bonne éducation que vous méritez. Celle que mon cher frère et ma chère belle-sœur vous donneraient s'ils étaient toujours là. À Deauville, il y a une très bonne école, ou plus exactement, 2 écoles. Une pour les garçons et une pour les petites filles. Quelle chance que vous avez là. Alors demain, je vous emmène à Deauville avec la voiture. Mais ce soir, c'est la fête. La fête, et Tati Josette a préparé un plat spécial. Une tourte aux champignons, rien que pour vous. Allez, filez maintenant. Lavez-vous bien le visage ainsi que les mains et soyez à table d'ici 10 minutes. Merlin prend la main de sa petite sœur et la serre. Dès le temps, ils connaissent l'oncle Jules et Tati Josette un peu. Ils ont passé des nuits entières dans le noir de la cave à charbon. Et ils se sont couchés 100 fois sans manger. Ils ne veulent absolument pas aller à Deauville pour être séparés, peut-être pour toujours. Pendant que l'oncle Jules et Tati Josette préparent la salle à manger pour le dernier repas, Merlin amène Miranda dans la cuisine. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de louche, dit-il. Allez, nous quittons cette maison dès ce soir. Nous partons tout de suite. Quand les enfants voient la belle tourte sur la table, elle leur met l'eau à la bouche. Mais on n'a pas le temps de manger maintenant, il faut fuir. Elle remet la tourte dans un torchon et la prend sous le bras. Les enfants passent devant la salle à manger en silence. Merlin ouvre la porte sans bruit. Et voilà, ils sont dans la rue. La peur donne des ailes à leurs pieds. Ils courent comme si le diable les poursuivait. Et ils ont raison. Comme vous l'avez deviné, la tourte est faite avec les mêmes champignons qui ont tué les grands-parents. Oncle Jules avait prévu d'assassiner les enfants et de les enterrer au fond du jardin, comme il se doit. Il avait prévu de dire à tout le monde qu'ils étaient dans une pension jusqu'à l'âge de la majorité. D'ici là, tout le monde les aurait facilement oubliés. Voilà, le couple a découvert que les enfants n'y sont plus. Les 10 minutes sont passées et les enfants ne sont pas venus à table. Josette a appelé mais sans réponse. Puis elle a constaté que la tourte n'est plus dans la cuisine. Ils prennent leurs manteaux et leurs écharpes, ils courent dans la rue. Les enfants sont déjà introuvables. Ils ont 10 minutes d'avance sur eux. Ils regardent tout autour. Une dame s'approche de la couche. Jules demande si elle a vu 2 petits-enfants seuls dans la nuit. Elle secoue la tête, qui fait bondir la plume sur son chapeau, et reprend sa route. Puis, un monsieur arrive de leur droite. Lui, par contre, il a bien vu des enfants seuls. Par là, dit-il en montrant derrière lui, il y a 5 minutes à peu près. Jules et Josette se mettent en route vers la droite. Il ne faut absolument pas que les enfants soient trouvés par quelqu'un d'autre, surtout en possession de la tourte empoisonnée. Cela pourrait les conduire directement à l'échafaud. Cependant, les enfants sont arrivés au bout de la ville. Ils se trouvent face à un long mur avec un grand portail en fer forgé. Haut dans le ciel, un nuage sombre qui passait devant la lune s'écarte et soudain, une scène argentée est dévoilée. Une chouette lune. De l'autre côté de la grille, les enfants voient une longue avenue qui s'enfonce dans le lointain, avec des petites maisons grises, des ifs
de part à d'autre. À l'extérieur de certaines maisons, de petites lumières scintillent dans les lanternes suspendues. Un petit vent chante une mélodie mélancolique dans les arbres. Ça doit être un quartier très riche, dit Merlin en ouvrant le portail dans un grincement sonore. Les enfants se glissent alors dans l'ouverture et le portail se ferme derrière eux avec un clang très lourd. Ils sont à l'abri maintenant. Ils peuvent respirer très tranquillement. Ils commencent à remonter la rue, se tenant toujours par la main. La rue entre les maisons est parsemée de petites pierres blanches qui étincellent à la lumière des bougies. Les enfants regardent les curieuses petites maisons, leurs vitraux tout en haut des murs et de grandes portes avec de gros et lourds heurtoirs. Il y a aussi des statues d'anges aux ailes immenses. Merlin se dit que c'est un quartier très riche. En effet, ces statues ont du côté une véritable fortune. Miranda ne dit rien. Elle se demande pourquoi certaines des statues sont assises ou même allongées, le visage caché dans les mains, comme si elles pleuraient. Au bout d'un moment, ils arrivent à une maison avec une grande porte ornée, un homme grand et mince, en tenue de policier, s'échappe, en pied derrière lui contre le mur. Ses cheveux sont nacrés et ébouriffés, et son tête est inclinée sur un œil. Bonsoir, dit le policier en tournant son visage décharné vers les enfants. Avez-vous du feu? Mes collègues m'ont apporté un cigare cet après-midi. C'est gentil de se souvenir de moi chaque année, sans exception. J'ai cherché dans toutes mes poches, mais je ne trouve pas mon briquet, il est nulle part. La pluie les gâche souvent. J'ai toujours aimé les bons cigares, et c'est dommage de ne pas passer de ce plaisir. Vous ne trouvez pas? Les poches de Merlin sont pleines des choses dont les poches d'un petit garçon sont censées être pleines. Il sort une boîte d'allumettes et en gratte une. L'homme se penche pour allumer son cigare et commence à tirer des bougies. Merci, jeune homme. Je suis maintenant votre débiteur. Les enfants laissent l'homme tirer avec volupté sur son cigare. Miranda remarque que la fumée sort d'entre les boutons de son gilet et resserre la prise sur la main de son frère. Un petit peu plus loin, ils arrivent à une maison où un homme corpulent, son nœud papillon de travers, est assis sur les marches, fixant une bouteille entre ses pieds. Il regarde les enfants qui s'approchent. Ah, bonsoir. Quelqu'un m'a apporté une bouteille de vin cet après-midi. C'est très gentil de leur part de s'en souvenir. C'est la même chose chaque année. Un bon Bordeaux ou un Merlot. J'ai toujours aimé le bon vin. Je peux me passer d'un verre à la rigueur, mais je n'arrive pas à ouvrir la bouteille. Je suppose que vous n'avez pas de tire-bouchon sur vous? Alors, les poches de Merlin sont pleines de choses dont les poches d'un garçon sont censées être pleines. Il sort son canif et choisit la lame du tire-bouchon. Il débouche le vin et le tend à l'homme qui se met à boire directement à la bouteille. Miranda regarde la tache rouge et humide qui se forme sous les marches. L'homme essuie sa bouche. Merci, jeune homme. Je suis maintenant votre débiteur. Il continue à boire bouillement, comme s'il n'a pas bu depuis des années. Et les enfants poursuivent leur chemin dans l'avenue. Juste avant la fontaine, les enfants rencontrent une vieille dame assise sur une marche, tenant l'oreille d'effet de son jupon dentelé. Elle lève les yeux à l'approche des enfants, Regardez ces tournées. dit-elle en s'adressant à Miranda. C'est une honte. Vous n'auriez pas une aiguille sur vous, ma chère? Les poches de Miranda sont pleines des choses dont les poches d'une petite fille sont censées être pleines. Elle sort sa petite trousse de couture et trouve une aiguille et du fil.
Elle se met à genoux et commence à réparer l'ourlet. La dentelle a un toucher très soyeux, comme de la toile d'araignée. Une fois fini, Miranda donne l'aiguille et le fil à la vieille dame. Tenez, j'en ai d'autres. La dame est très reconnaissante. Je suis maintenant votre débitrice. Les enfants continuent à pénétrer dans le parc. Miranda tire sur la manche de son frère. J'ai faim. Merlin propose alors, allons un tout petit peu plus loin. Je vois un genre de kiosque où nous pouvons nous reposer et manger un peu de tourte. D'un coup, ils observent une vieille dame et un vieil homme sortir de la porte en dessous du kiosque. Merlin pense qu'ils ressemblent beaucoup à leurs grands-parents qu'il a vus sur des photos à la maison dans un tiroir de la coiffeuse qui était à maman. Le vieux couple s'approche d'eux. La dame parle en premier. Mais, Merlin, Miranda, c'est bien vous? Qu'est-ce que vous faites ici et ce soir de tous les soirs de l'année? Miranda commence à pleurer. L'histoire de leur vie avec l'oncle Jules et Tati Josette et leur fuite de la maison tombe de ses lèvres tremblantes. Le vieil homme prend la parole. Venez les enfants, ça doit être la Providence qui vous conduit ici ce soir. Nous allons vous emmener voir des personnes à qui vous avez beaucoup manqué. Cependant, l'oncle Jules et Tati Josette sont arrivés devant le portail du cimetière. Ils regardent tout autour d'eux. C'est la fin de la vie. Il n'y a plus rien après que le chemin en bleu. D'un coup, par terre, Josette aperçoit un petit ruban gris qui est tombé des cheveux de Miranda. Et elle se jette dessus. Ah, ils sont réfugiés là-dedans. Ils sont faciles à traquer maintenant comme les petits rats qu'ils sont. Elle pousse le portail qui s'ouvre avec un bruit lugubre et ils entrent dans le cimetière. Les mausolées en marbre gris ont l'air presque gais ce soir. Les bougies dans les lanternes et sur les tombes clignotent, projetant des ombres vacillantes. Les anges cachent leur visage, mais regardent anxieusement entre leurs doigts. Un petit courant d'air chuchote dans les ifs. Au bout d'un moment, ils arrivent à un mausolée où ils voient un policier. Son képi est incliné sur un œil et il fume un grand cigare. Bonsoir, dit-il en tournant son visage vers Jules et Josette. Bonsoir, inspecteur. Avez-vous vu deux enfants seuls passer par ici? Ah oui, il y a un moment, ils étaient très gentils. Le petit garçon m'a rendu service, il m'a donné du feu. Mes collègues m'avaient apporté un cigare cet après-midi et je ne trouvais mon briquet nulle part. J'ai toujours aimé les bons cigares. Jules interrompt. Mais dans quelle direction sont-ils partis? L'inspecteur indique le mausolée où un homme est assis en train de boire du vin directement de la bouteille. Par là, attendez, je vous accompagne. Les trois continuent leur chemin. Jules avec des grandes enjambées, Josette à petits pas rapides et le policier avec son cigare. Ils arrivent devant le buveur qui essuie sa bouche avec satisfaction et coquette. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. Josette est un petit peu énervée. Vous avez vu deux enfants passer seuls ici? Oh oui, il y a un moment, ils étaient très gentils. Le petit garçon m'a rendu service. Il m'a prêté son tire-bouchon. Quelqu'un m'avait apporté une bouteille de vin cet après-midi et je n'avais rien pour l'ouvrir. Jules intervient brusquement. Dans quelle direction sont-ils partis? L'homme indique la tombe où une vieille femme est assise en train de rattacher un bouton à sa robe. Par là, attendez, je vous accompagne. Les quatre continuent leur chemin. Jules avec des grands enjambées, Josette à petits pas rapides.
le policier avec son cigare et le petit bon vivant avec sa bouteille. Ils arrivent devant la vieille dame avec l'aiguille et le fil qui commence à rattacher un deuxième poupée. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, madame. Avez-vous vu deux enfants seuls passer par ici? Demande Jules avec une impatience terrible. Ah oui, il y a un moment. J'étais très gentille. La petite fille m'a rendu service. Elle m'a réparé l'ourlet de mon jupon. Elle m'a donné le fil et l'aiguille, vous voyez. Je suis en train de rattacher les boutons. Mais dans quelle direction sont-ils partis? Par là, La vieille femme indique le grand mausolée avec garde-corps. attendez, je vous accompagne. Les 5 continuent leur chemin, Jules avec des grands enjambées, Josette à petits pas rapides, le policier avec son cigare, le petit bon vivant avec sa bouteille et la vieille dame avec son aiguille. Une araignée sort de l'une des manches de sa robe et rentre par l'autre. Cependant, les deux enfants, les héros de notre histoire, sont descendus par l'escalier du grand mausolée de leurs grands-parents. Parce que oui, ce sont leurs mamies et papiers. Après tout, ce soir, c'est Halloween quand la porte entre le monde du vivant et le monde des morts est entrouverte. Dans le caveau familial, des bougies sont allumées. On entend des rires. L'ambiance est plutôt festive. Merlin et Miranda sont entourés d'ancêtres, des arrière-grands-parents, des grands-parents, des grandes-tantes et des grands-oncles, des cousins de tout degré, et à leur côté, leur père et mère. Maintenant, on entend frapper à la porte. Le son de l'énorme heurtoir résonne dans toute la route. La conversation s'arrête abruptement et tous les yeux se tournent vers l'escalier où descend un petit défilé de personnages. En premier, la vieille cuisinière fait une révérence à monsieur et madame Brusson senior. Puis, le médecin légiste, mort de cirrhose du foie causée par un verre de trop souvent quand il pensait à l'air au Brusson. Et en suivant vient le policier qui n'avait pas cessé de fumer ses cigares tout en cogitant l'empoisonnement des Brissons. Et par conséquent, est mort d'un cancer du poumon. En dernier arrive l'oncle Jules et partie Joseph. Il voit les enfants et d'abord leurs yeux brillent de triomphe. Puis quand il voit toutes les autres personnes de l'assemblée, ils deviennent blêmes. La tourte empoisonnée est sur une table en marbre rose, emposée au plein milieu. Yvette sourit. Un par de tourte, Josette. Une petite tranche, Jules. Qu'est-ce que c'est gentil d'avoir préparé un dernier repas à partager en famille. Venez vous asseoir. Josette, dans un mouvement de l'avidité déconcertante, fait une tentative pour regagner l'escalier. Mais le passage est bloqué par un cousin peu pourri, il faut dire. Elle recule avec horreur. Quand en attrapant son bras, il se détache et reste dans sa main. Jules proteste. Mais vous n'êtes pas raisonnable. C'est elle qui a tout fait. Moi, je n'étais au courant de rien. Elle est folle. Il essaie lui aussi de retrouver une sortie, mais le policier met une main lourde et plutôt osseuse sur son épaule. Il conduit le couple vers la table, les attache à leur chaise avec ses menottes. La cuisinière, notre femme, Nounou Nanette, se met debout. Elle coupe la tourte en petits morceaux et prenant une fourchette, commence à faire manger les meurtriers. Une bouchée pour maman, une pour papa, une bouchée pour Nounou, une pour le gentil policier, une pour les gentils médecins, une bouchée pour Yvette. Si vous la raccrachez, je vais vous tenir le nez avec la pince à sucre.
Une bouchée pour Merlin et une petite dernière pour Miranda. Il ne reste que des miettes. Et tout le monde applaudit comme si c'était une fête anniversaire. Le grand jeu, clame toute la famille. Nounou Nanette prend son aiguille. Elle coud les bouches de Jules et Josette. Maintenant, ils ne peuvent plus ni contester, ni hurler, ni respirer. Le vomi moussant leur sort du nez. Leurs yeux se révulsent et leurs jambes tressautent dans une danse macabre et désespérée. Le médecin légiste demande le tire-bouchon. Il le pose sur la table, tout y grandit devant leurs yeux. Mais ce n'est plus un tire-bouchon, c'est une queue. Et la queue appartient à des manteaux rouges avec des cornes pointues et une langue noire qui lèche ses lèvres. Il prend l'aiguille de Nounou Nanette, devenue grande et longue et pointue, et l'embroche d'un coup, Jules et Josette comme des agneaux de lait. Le gentil policier tend la boîte à allumettes. Les démons en grattent qui deviennent aussi grandes qu'une torche, et il met le feu aux malfaisants. Puis, la brochette flambée portée à bout de bras, avec un grand bond, le démon saute dans le deuxième escalier qui mène en bas, d'où émane le crépitement d'une grande fournée et les odeurs savoureuses comme méchoui infernal. Et la famille applaudit à tout rompre. Bravo, merveilleux, très bien, parfait, c'est vraiment ce qu'il fallait. Oui. Et Merlin et Miranda, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah, demain ils vont se réveiller dans leur propre lit, mais ils seront tous seuls dans la maison. Ce qui se passera après, c'est une autre histoire.